Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. C'est une nouvelle semaine qui débute, une nouvelle semaine encore avec le Live Talk, mais une semaine à la saveur toute particulière parce que vous le savez, elle va déboucher tout droit sur la CAN 2023 qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Ça démarrera samedi, nous on vous quittera vendredi, mais imaginez tout le menu qu'on vous proposera jusqu'à ce samedi-là. Il y aura beaucoup de choses et on reviendra sur ces événements de la CAN. On ne recevra pas aujourd'hui, permettez-moi comme ça d'en avoir le cœur très lourd, Pierre Moscovici. C'est qui Pierre Moscovici? Eh bien, c'est le président de la Cour des comptes de France. Vraiment, on ne va pas le recevoir parce qu'il aime parler dans la presse, contrairement au nôtre. Lui, il a assumé dans la presse un des rapports de la Cour des comptes sur l'immigration qui est sorti après le vote de la loi, voyez-vous. Ah, c'est ça, hein. On n'est pas donc enfin, permettez que je ne dise pas tout ce que j'ai envie de dire. On ne recevra pas Charles-Philippe David. C'est un professeur canadien, professeur de stratégie. Il a sorti un rapport sur l'avenir de l'Afrique. Oh, ça fait du bien. Un rapport qui annonce la place de l'Afrique, la puissance de l'Afrique. On ne sera pas un dragon, mais on sera peut-être un éléphant. L'Afrique sera un buffle qui va tout casser dans les années à venir. C'est un rapport très positif. J'ai voulu ouvrir cette semaine avec. On espère qu'on le recevra ici pour qu'il nous parle comment il arrive à conclure ça. Bonsoir André. Bonsoir Christelle. Vous allez bien. Bonsoir chez vous. Merci d'être avec nous. Nous sommes très heureuses encore une fois. Nous sommes très heureux. Je suis obligée de dire heureux à cause des hommes sur ce plateau. Je suis carrément éliminée. Voilà. Oh là là, bon, savez... anyway. Nous sommes donc très heureux d'être avec vous ce soir. C'est le premier jour de la semaine avec le premier Grand Talk. Les amis sont là. La semaine va déboucher sur l'ouverture de la CAN. On est d'attaque, on est content, on est heureux. Daouda, bonsoir. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Je vais bien, un peu enrouée, mais bon, ça va. Ouais, je pense que tu m'as un peu contaminé. Désolée. C'est l'amour qui fait ça, t'inquiète pas. C'est terrible. Faut qu'on t'arrache. C'est pas vrai ça. Élisée Bouloube, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis, bonsoir chers téléspectateurs. Herman. Bonsoir chez vous. Alain Toussaint. Bonsoir. Et donc, nous sommes prêts, le set est prêt, l'équipe technique aussi, on y va. La grande actu, c'est maintenant pour ouvrir cette émission. Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours très nombreux à vous dire quelle sera la grande actualité qui va faire l'objet de débats houleux au cours donc, de cette émission. Eh bien, on commencera avec la vie des partis politiques. C'est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui annonce une grande campagne de recrutement de militants. Eh bien, vous savez que le PDCI est dans une dynamique. Est-ce que cette dynamique va se poursuivre avec, on va dire, une campagne de recrutement massif? Eh bien, c'est une question qu'on peut se poser et on va en débattre tout à l'heure. Exactement. Le PDCI donc, qui organise une caravane d'adhésion collective et publique. Et la phase de lancement, enfin la caravane s'intitule La semaine du militant qui va donc se dérouler du lundi 8 au samedi, donc aujourd'hui au samedi 13. Tiens, voilà, jusqu'au début de la CAN, vous êtes ceux qui sont partisans, en tout cas du PDCI, sont donc attendus à la maison du parti. Herman, adhésion massive, le PDCI recrute, nous sommes toujours dans la ferveur de l'installation comme président du président Tidiane Thiam. Oui, le PDCI annonce que cette caravane d'adhésion collective va se faire en deux phases. La première phase qui commence aujourd'hui le 8 là, et qui finit le 13 prochain. Mais la deuxième phase, ça sera après la CAN pour investir tout le territoire national et aller au-delà à l'extérieur pour toucher les sympathisants. Bon, je pense que c'est une bonne chose. Hein. Le Thiam l'avait annoncé à la faveur du Congrès. Donc, ils avaient même dit qu'ils ont eu près de 6 000 adhésions oui, pendant les préparatifs du Congrès. Donc, c'est une suite logique. Moi, je pense aussi qu'ils avaient dit qu'ils allaient investir, aller partout en Côte d'Ivoire. Je pense que ça leur permet de le faire. Mais moi, au-delà de ça, il est vrai qu'un parti politique trouve toujours des mécanismes pour recruter ses militants. Et moi, il y a des questions, comme je dis toujours, on n'a pas trop entendu le PDCI concernant les questions qui sont d'actualité actuellement, la question de la vie chère, la question même sur l'imbroglio financier
qu'il y a eu à la suite du rapport de la Cour des comptes. Moi, je pense que ces questions-là, les Ivoiriens attendent. C'est vrai que lorsqu'il a fait son discours d'orientation, quand il a été élu, il a parlé du capital humain. Mais toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus de motivation personnelle. Pour vous, la personnelle. caravane, ce n'est pas l'essentiel du PDCI. C'est essentiel. Un parti politique doit recruter et autres. Ouais. Mais un parti politique aussi est au rendez-vous parce que c'est sa façon de mener la politique qui va susciter la sympathie des gens et pour avoir des militants. Moi, je pense que ces questions-là, il faudrait que le PDCI... Vous pensez, Herman, que le fait de ne s'être pas montré assez offensif sur le sujet, ça peut édulcorer un peu, on va dire, la mobilisation sur cette campagne? Ben oui, parce qu'aujourd'hui, ceux qui le perçoivent comme une alternative par rapport aux préoccupations des Ivoiriens, mais c'est justement sur des questions qui préoccupent les Ivoiriens. Et ces questions-là, les gens ont besoin de l'attendre. Aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, je crois que certains, même au PDCI, RDA, ne savent pas où se trouve exactement le président. C'est-à-dire, Herman, qu'est-ce que vous voulez dire? Thiam, c'est quelqu'un que les gens se disaient, quoi. C'est quelqu'un qui est resté longtemps dehors. Donc maintenant, il a voulu le PDCI, RDA. Il est là. S'il doit être en dehors même de là, c'est qu'il mène des actions pour le parti et normalement on doit pouvoir communiquer. Aujourd'hui, on ne sait pas s'il est sur le territoire et on sent un certain silence. Vous dites que les militants du parti du Je ne parle pas seulement des militants. Aujourd'hui, tout le monde... L'opinion peut se demander où est passé Tidiane Thiam. Où est-ce qu'il se trouve? En tous les cas, il appelle les militants à se mobiliser et à prendre leur carte donc, de militants, en tout cas les Ivoiriens. C'est déjà une bonne chose, Alain Toussaint, de se dire que le parti a un agenda. Après donc le renouvellement quand même d'une institution importante de la présidence, on appelle maintenant les militants plus ou moins à traduire dans les actes leur attachement au parti. Est-ce que c'est le bon timing par rapport justement à ce qui vient de se passer dans le parti, vu qu'on n'a pas encore toutes les autres instances, etc. Est-ce que c'est le bon timing? Non, je pense qu'il a besoin d'assurer d'abord, d'une part, une présence médiatique. La preuve est que nous parlons de cette campagne de recrutement des militants de PDCI. Deuxième élément, c'est d'afficher sa différence avec les autres partis, y compris le parti de gouvernement. C'est-à-dire? Je pense que la campagne qu'il mène quand même, à travers des petites vidéos sur les réseaux sociaux et des annonces dans les médias, montre une nouvelle approche politique, notamment du point de vue de la communication. Okay. Et le troisième élément, c'est d'abord lui-même, Tidiane Thiam, de réaffirmer le mantra qu'il avait annoncé, notamment l'accroche tous ensemble, qui revient d'ailleurs en signature de ses vidéos. Donc c'est déjà une démarche de campagne. Il s'adresse aux jeunes, il l'a dit. Vous aimez la Côte d'Ivoire, vous êtes jeune, vous voulez être associé au développement de votre pays, adhérez au PDCI. Ensuite, il s'adresse à des tranches de la population un peu plus âgées, donc les aînés, etc. Donc il essaie quand même de ratisser un peu large. Maintenant, 2025, c'est dans moins de 2 ans et je pense qu'il essaie de prendre de l'avance parce qu'il a passé, on l'a dit, on le redit sans cesse, plus de 2 décennies hors du pays. Il doit aller à la rencontre des Ivoiriens et cette campagne est pour moi une sorte de phase préparatoire à cette conquête qu'il entend lancer avec ses amis du PDCI. Élisée, avec cette caravane, 2025 est déjà là pour le PDCI, avec cette caravane pour appeler les militants à s'inscrire massivement à des coûts assez réduits quand même. 1 000 francs pour la carte du militant simple. Bon, déjà, hein, moi je crois que à travers cette caravane, le PDCI a pour objectif de surfer sur ce relatif engouement suscité par le retour sur la scène politique de M. Thiam. On l'a vu lorsqu'il est arrivé, tout cet engouement qui était autour, on a vu un peu cette ferveur qui a entouré même, je dirais, son élection et tout ce à quoi on a assisté. Aujourd'hui, le PDCI se dit certainement il faut profiter de, comme je le dis, ce relatif engouement-là au sein de l'opinion de façon générale, au sein des militants, certes, mais au sein de l'opinion autour de la personnalité de M. Thiam et voir dans quelle mesure recruter. Mais c'est aussi de bonne guerre dans la mesure où les autres partis qui certainement feront, je dirais, la course au fauteuil présidentiel en 2025, certains déjà avaient pris un peu d'avance. Quand on regarde un peu au RHDP, on regarde un peu au PPACI, qui 2 ans ou 1 an en arrière déjà avaient lancé de telles opérations et qui aujourd'hui sont en mesure de dire exactement quel est le nombre de militants qu'ils ont. Je me suis dit que, ou du moins je déduis que le PDCI se dit il faut rattraper un peu ce petit retard-là et il faut surfer, comme je le dis, sur l'engouement.
suscité par la personnalité de M. Thiam et voir comment est-ce qu'on peut grappiller quelques militants ci et là et certainement des opinions, dans l'opinion, certaines personnes qui ne se sont pas encore décidées à militer dans un autre parti. Alors, on parle de plus en plus de renouvellement générationnel au niveau des dirigeants des partis. Est-ce que cette opération est une opération aussi d'une forme de renouvellement des militants, parce qu'on a besoin aussi d'avoir des militants beaucoup plus jeunes, où vous vous dites le PDCI a envie aussi peut-être de remobiliser, même pas au-delà de ces jeunes, mais ces militants, ces vieux militants qui, eux, peut-être se sont mis un peu en retrait. Comment vous voyez cette opération en fin de compte? Je pense que d'abord, pour aller dans le même sens que les autres, c'est une très bonne chose dans un premier temps. Mais je vais aller sur la question du timing que vous abordiez tout à l'heure, parce que on est dans la ferveur de la CAN. Donc forcément, le PDCI sera comment on appelle ça, en marge de la base militante. Et après la CAN, on a encore les obsèques du président Henri Konan Bédié. Donc pendant la CAN, je me dis, de façon stratégique, ils vont pour aller pêcher de nouveaux jeunes. Quand on sait qu'aujourd'hui, après le dernier recensement de la population, le RGPH, on dit que 75% de la population est jeune. Quand on regarde le corpus électoral qui est aujourd'hui de 8 millions, le corpus, qu'on appelle ça, le nombre de jeunes encore est très élevé. Donc, M. Tidiane Thiam va pêcher de nouveaux jeunes, mais au-delà des jeunes, pêcher aussi des personnes qui se sont mis en marge. Et c'est là où, pour répondre à votre question, j'estime que, pour moi, ce n'est pas la priorité pour M. Tidiane Thiam. Qu'est-ce qui devrait être la priorité pour lui? Pour moi, la priorité pour M. Tidiane Thiam, déjà, dans un premier temps, après les élections, c'était de, comment on appelle ça, faire en sorte que tout le parti soit déjà mis en place. Son bureau soit mis en place. On sait qu'avant le congrès, il y a eu des dissensions entre certains cadres du parti et M. Thiam. Aujourd'hui, est-ce que ce contentieux entre eux a été vidé, oui ou non? On ne sait pas. Mais pour moi, c'est ça l'idéal, de sorte à ce qu'en bloc uni, ils partent ensemble pour aller pêcher de nouveaux jeunes, de nouveaux électeurs et de nouveaux militants. Il semble pas être très d'accord avec vous, ou en tout cas peut-être qu'ils veulent compléter. Oui, enfin, je vais compléter d'abord le propos de Herman qui disait on ne sait pas où il est passé Tidiane Thiam. Bon, décembre, c'est quand même la période des fêtes de fin d'année et M. Thiam a sa famille qui vit à l'étranger. C'est aussi son droit d'aller retrouver les siens. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire une analyse politique? Est-ce que ce n'était pas une occasion, quand on a fait 23 ans hors du pays, ce n'était pas une occasion de fêter avec les militants? Non, pour moi, ce n'est pas un indicateur spécifique, d'autant qu'on a déjà vu les dirigeants dans ce pays s'absenter à de grands moments, aussi après des réunions politiques, aller à l'étranger et revenir. Sur le timing, je pense que passer la trêve des confiseurs, comme on dit, entre mi-décembre et mi-janvier, M. Thiam aura tout le loisir de réunir ses amis politiques. Et par ailleurs, j'ai relevé qu'il avait même fait une vidéo d'encouragement aux éléphants. Donc, se dire aussi que le PDCI s'intéresse de près à ce grand rassemblement du football africain. Donc, je pense qu'il y a plusieurs leviers sur lesquels il compte jouer, se rapprocher des jeunes. Mais les jeunes, il faut les identifier. Et c'est une démarche qui me paraît très, très importante. Et certainement que ceux qui sont allés s'inscrire au PDCI n'ont même pas encore de carte d'électeur. Donc c'est pour lui l'occasion de tenter d'élargir la base électorale de son parti. Mais en même temps, le point de Daouda, c'était avant de partir chercher les jeunes, pourquoi ne pas stabiliser la base, l'arrière-cour, avec donc peut-être les réconciliations que je parle, en fait. Qui pourraient avoir entre certains caciques et lui. Non, mais j'ai bien compris, mais je veux dire, le temps de la réconciliation viendra certainement au cours de ce mois de janvier ou en février, peut-être après la CAN ou avant, ou durant. C'est pas l'urgence, c'est ça? Non, c'est urgent de parler avec les siens, avec ses partenaires politiques, mais je veux dire en termes de calendrier, l'urgence aujourd'hui pour le PDCI, pour le nouveau président qu'il est, c'est d'amener des jeunes ou bien d'autres adhérents au sein de ce mouvement. Et je pense que c'est aussi pour lui la communication qu'il a choisie pour faire parler de lui. Mais est-ce que ce n'est pas, pardon Élisée, est-ce qu'en faisant aujourd'hui cavalier seul pour aller chercher d'autres jeunes, ce n'est pas mettre des cadors un peu comme Guy Kaouye, des cadors comme Billon, des cadors comme Thierry Tano en marge et tout ça? Mais ce ne sont pas des jeunes qu'il nomme au bureau politique, ce sont des militants. N'empêche que il recrute des jeunes et des cadres. Oui, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au niveau du Nord, le Nord que lui, Tidiane Thiam veut reconquérir, M. Billon est le seul cadre qui a été élu à Dabakala. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller recruter sans ces personnes-là? Non, mais attendez. Un parti politique est stratifié. Il y a les dirigeants du parti, il y a des cadres, et puis il y a les militants. Et c'est justement à ces différentes franges-là que s'adresse M. Thiam. Je veux dire, on peut parler à des nouveaux militants sans pour autant oublier les populations du Nord. Il a dit qu'il ferait une tournée dans le nord du pays.
Donc on attend de voir. Lui, au moins, il a annoncé son programme. Il ira à la rencontre des populations du Nord, qui ne doit pas être une zone exclusive, réservée, par exemple, au RHDP. Bon, c'est ça, voilà. c'est ça. Lui seul, Mais bien sûr. C'est lui seul qui le dit. Mais bon, je ne pense pas que le Nord soit fermé à, comment on appelle ça, à un parti politique aujourd'hui, quand on sait que durant la... C'est pas ça le sujet non plus. C'est pas ça le sujet. Mais pour moi, je vais dire aujourd'hui, sincèrement, l'urgence pour M. Thiam, c'est de s'asseoir avec ses compères et de sorte... Mais il le Très bien, merci les amis. À quel moment? Sans doute, je ne sais pas, vous surveillerez l'aéroport d'Abidjan, dès qu'il revient, vous le conduirez. Je pense qu'on a compris vos avis là-dessus. s'il vous plaît, on a compris vos avis. On va écouter quand même Élisée et Herman qui ont également des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire. Élisée, allez-y. Oui, mais moi, je pense qu'il faut savoir un peu comment fonctionnent aussi les partis. Il faut savoir un peu comment fonctionnent, je dirais, quelques justes quand même au niveau des partis. La question de la réconciliation, la question de réunir l'ensemble des cadres du parti et tout ça, ce n'est pas forcément des choses qui se font sur la place publique. Ce n'est pas forcément des choses qui se font à corps et à cri avec, avec des médias et tout ça. Qui nous dit que depuis même le lendemain de l'élection, rien n'est fait dans ce sens? Peut-être que des démarches ont été entreprises. Mais Élisée, on ne va pas fonctionner non plus avec des peut-être, parce que la vraie question, je vais vous donner la parole là-dessus, parce que la vraie question, c'est que quand un parti politique pose un acte, il a intérêt à ce que l'ensemble de la communication le sache. Donc, nous, on ne peut pas supputer sur la possibilité qu'ils se rencontrent. Oui, mais l'agenda aussi des partis politiques, vous convenez avec moi que ce n'est pas tout ce que les partis politiques font qui sont forcément mis au goût du jour. Donc, on est en droit, justement, de s'inquiéter, de se demander je partage votre avis, justement. Mais ce que je suis en train de dire, et qui pour moi est très fondamental aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre sur la place publique. Il y a des éléments qui sont importants, qui seront sur la place publique au moment opportun, qu'ils vont juger opportun selon le calendrier qu'ils ont défini. Mais moi, je pense personnellement que, comme lui-même il a dit, pour être conséquent avec lui-même, au lendemain de son élection, il était très clair là-dessus. La première chose à faire aujourd'hui, c'est de ramener la sérénité dans la maison, de ramener la cohésion. Et si c'est la première chose que lui-même il définit comme le chantier le plus important, je pense qu'il a dû certainement mettre déjà le pied à l'étrier sur cette action-là. On attend de voir certainement les semaines à venir. Herman, pensez-vous qu'une telle action de rencontre justement avec certains caciques, avec qui il a eu des bisbilles, peut se faire justement entre quatre murs sans communication? Oui, c'est vrai que, effectivement, quand Élisée le dit, c'est vrai que ça peut se faire. Mais on a qu'à regarder lui-même sa démarche communicationnelle. On l'a vu pour une rencontre informelle organisée avec les Jean-Luc Bion, que quelqu'un a organisé à les Jean-Luc Bion. Il a lui-même fait une publication là-dessus. Ça veut dire que ces gens d'occasion-là, si ça existait effectivement, il allait communiquer là-dessus. Parce qu'on voit comment est-ce que sa communication... C'est vrai qu'il le fait. Tout ce qu'on dit, c'est qu'il doit faire de cela une priorité. Parce qu'ils ne sont pas... Le PDCI n'est pas sorti du congrès qu'il a élu comme s'il sortait d'un dîner. C'est avec des frictions. Et ces frictions-là, on connaît plus ou moins les personnes avec lesquelles on attend une certaine réconciliation, je ne dirais même pas de réconciliation, une certaine communication, une certaine conversation, des rencontres. On parle de Guy Kaoué, on parle de Jean-Luc Bion, on parle de Thierry Tano. Il y a toutes ces personnes-là. Même Jean-Marc Yassé. Depuis, il est sous silence. Donc, je veux dire, il faut que là-dessus, les gens, la ferveur qu'il a suscité, que son élection a suscité, on devait pouvoir le voir. Et encore une fois, je dis que beaucoup peut-être au PDC aujourd'hui ne voient pas où se trouve exactement leur président. Herman, ça, on ne comprend pas bien. Enfin, quand vous dites que beaucoup au PDC ne savent pas où se trouve leur président, enfin, expliquez-nous un peu. Pourquoi est-ce que vous insistez sur ce point? On insiste sur ce point-là parce que c'est de Thiam qu'il s'agit. Et Thiam, c'est un monsieur, depuis pendant 23 ans, qui n'était pas sur la scène politique ici. Et les gens le lui reprochent. Donc, quand on te reproche un fait, on attend à ce que, lorsque tu as voulu quelque chose, tu l'as obtenu, il faudrait que... On sort des fêtes, peut-être qu'il allait à l'extérieur. Oui, mais on est dans les peut-être. À l'étranger. À l'étranger, bien sûr. Il allait à l'étranger, peut-être qu'il allait faire le dîner de fin d'année avec sa famille. Tout ça, c'est bien. Mais les gens, les militants qui l'ont élu, là, veulent le voir. Très bien. Daouda, vous... En fait, je voulais juste accompagner si... Ce que je veux dire concernant ce que Herman veut dire, c'est que techniquement, aujourd'hui, M. Thiam porte sur son dos le catalogue de quelqu'un qui n'a jamais été au pays. Donc aujourd'hui, les gens se demandent, est-ce qu'il connaît vraiment les Ivoiriens? Parce que le plus important, ce n'est pas de connaître une ville, deux villes. En même temps, Daouda, il ne va pas connaître les Ivoiriens durant Oui, je sais, mais je veux dire, là où il en vient, c'est que techniquement, on t'a toujours... Tu as été étiqueté quelqu'un qui n'est jamais il doit passer les fêtes ici. Je dis techniquement, c'est à lui maintenant, à un an d'une élection, de commencer à révéler le pays. Allez veut rajouter quelque chose, on passe au sujet suivant. Alors peut-être que la nouvelle ne plaira pas beaucoup à Herman. Je sais qu'il y a le forum de Davos du 15 au 19 janvier. Tout à fait, oui. Il n'est pas impossible que M. Thiam y soit.
également. Donc, peut-être qu'il reviendra au pays à partir du 20 janvier. Au nom du PDC-RDA? Non, je ne sais pas, non, mais en tant que, quand même, personnalité Il est internationale. conseiller consultant pour certains pays. Donc, très bien. En tout cas, en Suisse, voilà, ce qu'on a réussi à vous faire dire, c'est que le PDC-RDA a choisi une option, celle de ramener le maximum de militants et de se mobiliser et bien sûr de travailler pour que la cohésion au niveau des cadres arrive dans la foulée. Très bien. Mais en même temps, pendant que le PDCI fait tout ça, il y a une info qui est aujourd'hui notre info du jour, la première de cette émission, c'est bien sûr la question de l'assainissement et de la salubrité comme élément d'accompagnement de la CAN 2023. On en parle partout. Le ministère était à l'intérieur du pays la fin de la semaine dernière. Et puis, on a appris que nos chères mamans qui vendaient un peu de plats qu'on aimait bien du côté du plateau n'y sont plus. Après, on apprend pour Boribana. Donc, voici une série d'actions. Et puis, ce matin, on nous dit, écoutez, rien ne va se passer. Y a-t-il eu un moment de répit qu'on va accorder à ces populations et jusqu'à quand? Qu'est-ce qui entoure toutes ces mesures? Christelle, il y a pas mal de questions qu'on se pose. Boribana, quartier qui existe depuis 60 ans avec 28 000 habitants, retient toujours son souffle. Le déguerpissement a été reporté. Que se passe-t-il? Sera-t-il détruit? Seront-ils relogés? Bref, on en parle maintenant avec vous. Et j'aimerais commencer par vous, Daouda. Le déguerpissement, oui ou non, reporté de Boribana, qu'en pensez-vous concrètement? J'ai envie de répondre à votre question par la question que vous posez. Le déguerpissement, pour moi, c'est oui et non en même temps. Ouais. Pourquoi je dis cela? Parce que j'estime que les problèmes de déguerpissement en Côte d'Ivoire, il faut les traiter au cas par cas. Parce que chaque quartier, chaque commune a ses réalités. Concernant les déguerpissements du plateau, par exemple, le marché du plateau et le jardin public, moi, je ne suis pas d'accord avec. C'est comme aujourd'hui, le restaurant de la Tour. Daouda, très bien, c'est ce que j'allais dire. Le restaurant de la Tour, aujourd'hui, a été fermé. C'est là-bas que tous les jeunes stagiaires, même des fonctionnaires, vont manger à 1000 francs à 500. Donc, ça a été fermé. Aujourd'hui, en tant que... Je suis tout le temps au plateau, je suis surpris que c'est fermé. Donc, certains travailleurs, justement, voilà, ça m'a vraiment choqué. Ça m'a choqué. Maintenant, pour ce qui concerne Boribana, ça, c'est un cas à part. Pourquoi je dis cela? Parce que Boribana, le combat de Boribana, la course vraiment doit se terminer une bonne fois pour toutes pour Boribana. Un quartier qui existe depuis 60 Même ans, si les différents gouvernements ont toujours vu que Boribana existait. On ne sait pas pourquoi ça a perduré comme ça. Parce que sous Laurent Gbagbo... Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui fera en sorte que cette fois-ci, Boribana sera... Oui. Non, voilà. Parce que pourquoi je dis cela? Sous l'ex-président Laurent Gbagbo, il n'est pas allé au bout de son action. Voilà, il n'est pas allé au bout de son action. Les gens sont restés. Mais je pense qu'en 2018, pour ceux qui se rappellent, il y a eu un gros affrontement là-bas pratiquement entre l'armée et les riverains. Il a fallu que l'armée vienne pour discuter, batailler dur. Mais finalement, de nombreuses personnes ont été dédommagées dans ce coin. Quand on est allé encore un peu plus loin, certains habitants de Boribana ont même été relogés au niveau de Songo. Mais il se trouve que dans tous les lieux, je vais chuter sur ça rapidement, certains mettent leur maison en location malgré qu'ils ont été relogés. Donc finalement, quand les gens viennent pour démolir, on vient trouver des locataires dans la maison. Mais à un moment, on ne va pas rester dans cette détritus, il faut qu'on avance. Que vous inspire, Herman Aboua, cette forme de répit? Est-ce que votre analyse globale de l'opération est la même avec cette décision? Ou bien vous vous dites, on doit aller un peu plus loin en termes de préparation? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Je pense que c'est un répit. Mais il faut qu'on arrive à assainir ce quartier précaire. Vous êtes pour le déguerpissement? Oui, parce qu'un quartier précaire, le nom même, les caractéristiques d'un quartier précaire, c'est que c'est une zone insalubre, une zone non assainie, une zone où il y a un manque d'infrastructures socio-économiques. Oui, une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas faire autrement? Non, je veux dire que lorsque c'est un danger pour eux-mêmes, il y a des branchements anarchiques dans ces endroits. Souvent, très souvent, c'est dans ces quartiers-là qu'il y a les inondations et puis les gens... Donc, lorsqu'on a ces gens de quartiers-là qui constituent des dangers, surtout que c'est des quartiers précaires, ça veut dire que ça ne devait même pas être là. Bien. La responsabilité de l'État, peut-être aujourd'hui, c'est d'avoir laissé la première case ou bien la première cabane se construire.
Mais il faut à un moment donné arrêter cela. Lorsqu'on cherche à bâtir une ville, on cherche avec des projets structurants, regardez-moi ce paysage-là, à côté du pont, du 4e pont, je crois. Alors il faut cacher les pauvres, c'est ça peut-être? Je ne dis pas de cacher les pauvres. Je ne dis même pas qu'ils sont pauvres. La plupart du temps, ces gens qui sont là-bas, ils ont souvent des commerces et autres où ils ont plus d'argent que des Ivoiriens moyens. Donc je dis, il ne faudrait pas qu'on reste sur l'émotion et puis on crée même des problèmes sur la vie même de ces personnes qui y vivent. Alain Toussaint, quand Herman parle justement de ne pas rester dans l'émotion et d'agir pour assainir, c'est beau, mais pensez-vous qu'on pourrait trouver la solution idoine? Parce que ça dure depuis 60 ans quand même. Certains sont nés et aujourd'hui ont 60 ans et Boribana existe. Quelle solution durable? Comment les reloger? Certains estiment qu'ils n'ont pas été dédommagés. Daouda tout à l'heure disait qu'attention, il y a 2 niveaux de dédommagement. D'autres l'ont été et ont remis leur maison en location à d'autres riverains. Enfin bref, quelle solution pour le gouvernement aujourd'hui? Je pense qu'il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est de quoi cette énième tentative de déguerpissement est-elle le nom? C'est la traduction d'une incapacité des gouvernements successifs à aménager correctement le territoire. J'ai entendu le mot pauvre, sans savoir la définition qu'il lui donne, mais... C'est moi qui l'ai dit, on a une réalité sociale ou des réalités sociales à Abidjan qui font qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe. On nous dit qu'il y a une compétition qu'on a obtenue il y a quand même un peu plus de 8 ans ou 9 ans. 9 ans. Donc on aurait pu prendre largement le temps de préparer ou d'apprêter la ville d'Abidjan sous ses meilleurs atours pour qu'elle soit la ville la plus belle, lumineuse, rayonnante, etc. Et c'est à moins d'une semaine d'une compétition internationale parce qu'on a 1,2 million ou 1,5 million de visiteurs qui arrivent qu'on demande à ces personnes de partir. Bien sûr que parmi ces personnes, il y en a certainement qui ont un titre foncier, donc le droit d'être là où elles sont, mais il y en a malheureusement une majorité qui est propriétaire, entre guillemets, par habitude, parce qu'elle réside sur ces territoires depuis une trentaine d'années. Je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. Et ce que je regrette justement, c'est qu'à l'occasion de la CAD, l'espace des BMP, par exemple, n'a pas été mis à profit pour en faire une vraie zone à la fois d'activité et d'habitation. On aurait pu y construire de nouveaux logements, de nouvelles habitations pour permettre aux populations qui n'ont pas la capacité ou le droit de rester, notamment à Boribana, puissent se déporter. Mais en même temps, quand on quitte cet endroit, ce n'est pas seulement un logement qu'on quitte. Parfois, on quitte une école, on quitte un travail. Il y en a qui travaillent à Yopougon, il y en a qui travaillent au plateau. Toute une vie. Ça dit beaucoup. Donc, je pense qu'il faut arrêter d'improviser. Et là, ce ne sont pas des accusations qu'on porte à ce gouvernement-ci, mais c'est l'ensemble de la classe politique ivoirienne qui a eu à faire face à ce problème de Boribana. Donc, il faut, après la CAN, des solutions courageuses pour éviter chaque fois d'être ramené à ce spectacle de désolation. Mais là, si on déguerpit, où est-ce qu'on recase toute cette population? Mais justement, c'est là où on parlait de solutions durables et structurantes. Voilà, quand vous demandez à des enfants qui sont en pleine année scolaire, même s'il y a les congés CAN, entre guillemets, pour certains, de partir, qu'est-ce qu'ils deviennent après? La maman qui vendait ses beignets, ses oranges, ou la jeune dame qui a son petit restaurant dans le quartier, vous lui demandez de partir, et elle part où? Donc il y a quand même des problèmes de survie économique et des problèmes de sécurité. Tout ça, là, vous avez posé vraiment beaucoup de questions. Je vais juste les retransférer à Élysée. La maman qui vend ses beignets, Attends que... Essayons de voir avec vous. D'accord. De trouver une solution. Okay. La vraie problématique, en disant comme ça pour rire, c'est que pourquoi l'autorité, et vous allez quand même nous éclairer là-dessus, ne prend pas en compte le fait qu'il y a toute une série de réalités. Ceux qui vont à l'école, ceux qui ont un commerce, ce n'est pas quand même des vauriens, ils ont un commerce, ceux qui développent des choses, qui donnent une vie au quartier. Pourquoi on ne prend pas ça en compte dans la prévision, dans le mot qu'on a dit tout de suite, dans l'aménagement de ce territoire? Qu'est-ce qui se passe en fait au fond dans notre façon de gérer ce territoire? D'accord, je pense quand même qu'il y a quelques précisions à faire avant qu'on aille plus loin. Déjà, le processus de déguerpissement de Boribana ne s'inscrit pas dans le cadre de la CAN. Ça aussi, c'est important de le dire. Ça s'inscrit dans le cadre de 2 projets essentiels. Le PTUA, qui est le projet de transport urbain d'Abidjan, donc dans le cadre duquel on est en train de réaliser le 4e pont, et puis le PVQ, qui est le projet de valorisation des quartiers précaires du district d'Abidjan. Donc, dans le cadre de ces projets-là, il est prévu effectivement un ensemble de quartiers précaires
qui doivent être réaménagés, c'est-à-dire qu'ils doivent être déguerpis, réaménagés, leur donner un autre visage pour contribuer au rayonnement de la ville d'Abidjan. C'est très important parce que la coïncidence du timing peut faire penser justement que nous sommes en train de réagir. C'est là que je voulais justement arriver. Peut-être que, comme je le dis, la coïncidence du timing laisse vraiment entrevoir un ensemble de raisons. Mais voilà, voici un peu les projets dans lesquels s'inscrivent ces opérations-là. Maintenant, quand on finit de dire ça, effectivement, la question du timing est importante. Parce que, en même temps, comme je le dis, c'est des questions tellement sensibles, parce qu'on parle de vie humaine, en fait. Clair. Voilà, on n'est pas juste en train de parler de gadgets, on parle de vie des personnes qui sont sur un site sur lequel ils ont vécu pendant des années. Mais quand on finit de dire ça, même si on peut peut-être, par exemple, un jeune qui se débrouille, lui dit non, trouve-toi un autre endroit ou bien va chez un autre ami pour habiter, mais bon, il y a l'enfant qui fréquente. Quand on le met, on l'enlève là, il va où, dans quelle école? C'est des projets, je me dis que la question du déguerpissement doit tenir compte de tous ces paramètres, en fait. Élisée, c'est pour ça que je veux quand même vous arrêter, pour vous redonner la parole. D'accord. Quand vous nous dites qu'il y a tous ces projets, parce que quand on parle de projet, de programme, il y a une idée de préparation. Mais pourquoi a-t-on le sentiment d'une impréparation liée à la CAN, alors que c'est des projets qui ont quand même leur réalité, leur structuration, c'est-à-dire dédommagement, ensuite aménagement, ensuite aussi. C'est bien écrit. Pourquoi a-t-on le sentiment, est-ce que finalement les projets en question ne sont pas mis correctement en œuvre? Je pense qu'il y a peut-être ce petit souci de dysfonctionnement du fait qu'on ne va pas jusqu'au bout des initiatives qu'on entreprend. Parce que la question de Boribana, surtout dans le cas du PTUA, il démarre depuis 2016-2017. Et les projets les programmes de dédommagement commencent à cette période-là. Et même on lance les programmes de dédommagement. Et même pour aller plus loin, contrairement à ce que même Daouda a dit, les locataires ont été prévus dans le dédommagement à hauteur de 230 000 francs pour leur permettre de retrouver... Est-ce que ça a démarré? Est-ce que la session a démarré? C'est ce que je suis. Les propriétaires, eux, par contre, on avait prévu de les reloger sur un site, comme il a dit, vers la zone de Songon. Et puis les propriétaires qui sont là mais qui n'y vivent pas, eux devaient avoir des rémunérations pécuniaires. C'est ce qui avait été prévu. Et le processus d'indemnisation avait bel et bien démarré. Mais dans le cours, dans la poursuite du projet, il s'est avéré à un certain moment que le processus d'indemnisation s'est arrêté brusquement. Les raisons, je les ignore, honnêtement. Les raisons, aujourd'hui, je les ignore, mais le processus a été interrompu brusquement, qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient parler de déguerpis, bien évidemment, certains sont en droit de dire, ben, OK, nous, on n'a plus reçu le dédommagement qui nous était prévu, qui nous était promis, pardon, donc on va sur quelle base? Donc là aussi, je pense qu'il y a un souci qui mérite quand même des clarifications. Donc justement, le représentant des habitants de Boribana qui dit qu'ils n'ont pas été dédommagés, dédommagés, on peut l'entendre. Mais c'est ce que je dis. Donc là, il y a nécessité de clarification sur la question quelque part quand même. Il y a le fait de l'entendre et puis il y a le fait de savoir si c'est la réalité. C'est là où il nous faut que les dirigeants viennent expliquer clairement. C'est vrai ce qu'il dit, mais déjà dans le projet de dédommagement, au début, dans le cas du PTUA, dans la zone de Boribana, il y a 10% qui étaient effectivement concernés par la bretelle du pont. Et à 90 autres qui n'étaient pas logiquement très impactés. Mais dans la réalisation de l'œuvre générale, et puis dans le cadre, comme je l'ai dit, le projet de valorisation des quartiers précaires, finalement, tout le monde était concerné. Donc aujourd'hui, ce que vous posez comme question est très pertinent aujourd'hui. Est-ce qu'effectivement tout le monde a été dédommagé? Ça, c'est la chose que nous faut maintenant chercher à savoir. Très bien. Je pense qu'on s'est posé des questions, mais les questions importantes, c'est vraiment... C'est vrai, on a répondu au timing, mais les questions importantes, vous le savez, est-ce que ces populations sont dédommagées? Est-ce que cela s'inscrit dans le programme? Est-ce que le programme aussi prend en compte toutes les réalités? Justement, si vous voulez rajouter une petite chose, vraiment une toute petite, parce qu'on va passer à notre reportage qui concerne la CAN. Moi, ce que je voulais dire, c'est pas ces genres d'opérations, ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement lance ces genres d'opérations. On a vu dans le cas de Washington, les gens, le gouvernement qui était là en ce moment, ce gouvernement-là a prévu des bâtiments, enfin, on leur a fait des trucs sur la route d'Alépé. C'est ça, bien sûr. Biabou, est-ce que là, c'est le cas? Qu'est-ce qu'on a constaté? Mais Biabou, on peut prendre ces cas-là pour qu'on puisse percevoir un peu ce qui anime les gens qui habitent ces endroits-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous retirer la parole. Les personnes avaient leur maison de Biabou, tout frais payé par l'État. Ces personnes ont mis ça en location, certains ont vendu. Et quelques temps après, ces personnes sont revenues dans la même zone. Donc, ils sont devenus propriétaires. Alors, le dédommagement, ça devient maintenant comme si c'était un fonds de commerce. Très bien, on va écouter Alain Toussaint et puis on va terminer sur ce point. Rapidement, je voulais juste dire que c'est un sujet qu'on traite avec humanité. C'est ça. Parce qu'il ne faut pas donner le sentiment que ceux qui sont sur le territoire auraient, par exemple, moins de droits que ceux qui ont été accueillis il y a quelques mois dans le nord du pays. Voilà, où on a des réfugiés burkinabés qui sont arrivés, des maisons ont été construites.
pour les héberger. Et dans le même temps, ceux qui sont là, dans des quartiers depuis 60 ans, eux sont obligés d'aller sur les routes de l'exil intérieur. Donc, il faut de l'humanité face à des exigences peut-être d'aménagement de territoire aussi. Le message est passé, je pense que non, le message est passé. On espère que vraiment les dirigeants nous entendent. Notre plateau est ouvert. N'hésitez pas à venir très souvent donc, pour vous exprimer là-dessus et puis éclairer la lanterne des uns et des autres. Parlons de cette CAN, elle va arriver et puis il y a des institutions ivoiriennes qui ont décidé vraiment de jouer leur partition. Beaucoup se posaient la question, est-ce que la 5G va arriver? On va se connecter super rapidement. Et puis c'est bien sûr la RTCI qui nous dit, écoutez, nous allons faire des fan zones avec un nom typique, qui vont permettre justement aux uns aux autres de vivre une expérience numérique très différente et unique. On va regarder très rapidement, Christelle, le reportage. Et on revient ici même pour le commentaire. En vue de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat numérique en Côte d'Ivoire, en encourageant la création de projets et d'applications qui amélioreront l'expérience des fans et les touristes lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, qui se tiendra en Côte d'Ivoire, l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT a créé une application dénommée Ivoire Digital Fan Zone. L'application a été présentée au public lors d'une cérémonie tenue le 27 décembre 2023 à Abidjan. Notre objectif majeur, en accord avec la vision de notre ministère de tutelle, était de stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat numérique en Côte d'Ivoire avec un accent particulier sur l'amélioration de l'expérience des fan zones de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. On a mis cette application justement pour multiplier encore la ferveur pour que nos pachydermes, on va dire ça comme ça, aillent chercher ce trophée. L'application est pensée pour d'abord la CAN, mais pensée aussi pour l'après-CAN. Vous avez vu, il y a un volet qui parle de tourisme, qui parle d'un certain nombre de choses. Il y a le Diko Nushi qui pourra être enrichi après la CAN. Cette cérémonie de présentation de l'application Ivoire Digital Fan Zone a été aussi l'occasion de mettre en lumière le talent des équipes qui ont travaillé sur ce projet. La première fonctionnalité phare de cette application est le passeport CAN. Donc tu télécharges l'application et tu montres tes données, ton nom, ta fonction. Il y a aussi la fonctionnalité guide. Cette fonctionnalité permet de connaître les sites touristiques de la Côte d'Ivoire et aussi les lieux à ne pas rater, les fan zones et les villages Aquaba. L'Ivoire Digital Fan Zone est une application gratuite qui s'installe sur les appareils Android. Grâce à elle, les Ivoiriens pourront vivre la CAN autrement. Oui, Ivoire Digital Fan Zone, je le disais, mais c'est plutôt une initiative, il faut le dire, de l'ANSUT, qui est chargé justement de travailler à l'universalité justement de la connectivité en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que tout ça, ça vous fait dire qu'on va dans le bon sens? Parce que vous savez, à l'époque, c'était la 5G, même si l'ANSUT crée son application. Est-ce que, Christelle, on peut se poser la question, est-ce que tout ça va dans le bon sens, qui est de dire que tous ceux qui vont venir ici vont vivre une belle expérience du digital? Voilà, cette application-là va permettre à ce que ce million ou ces millions de personnes qui seront en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens vont vivre une CAN magnifique, la meilleure, je vais emprunter les termes de Daouda, la meilleure CAN de l'histoire, la CAN de l'hospitalité. C'est quoi la plus belle CAN jamais organisée en Afrique. La CAN de l'hospitalité. Virgule, la CAN de l'hospitalité. Élisée, réaction. Ben moi, je pense que déjà, il faut féliciter l'ANSUT pour cette initiative. Je crois qu'aujourd'hui, au regard, en tout cas, je dirais, des jours qui nous restent et de l'environnement, l'action doit être à l'unité, vraiment pour faire vivre une CAN, comme on le dit, des plus belles à l'ensemble de nos visiteurs, mais également aux Ivoiriens sur place. L'avantage d'une telle application, c'est que ça nous permet quand même de vivre la CAN, même si on n'est pas dans l'endroit exactement. C'est-à-dire les fan zones, dans les sites Aquaba, les avant-matchs et autres. Ça te permet vraiment d'entrer dans l'ambiance en fait, de cette compétition. C'est l'une des réponses aussi au fait, pour certains qui disaient, bon, on ne sent pas trop les choses venir, on ne sent pas vivre. Peut-être ceux qui ont téléchargé l'application avant le match des éléphants ont dû certainement savoir comment l'ambiance était dans le stade, comment les uns et les autres se préparaient. Je crois que c'est une très belle initiative. Et ça démontre aussi que les jeunes Ivoiriens aussi ont quand même de la science et de la connaissance. Ivoirienne, voilà, c'est qui a mis en place cette initiative-là. Daouda? Oh oui, c'est une très bonne initiative, d'autant plus que beaucoup de personnes comme Eman et Alain qui sont en train de rire sous cap, eux, ils ne sentaient pas la CAN.
J'espère que déjà commencer à télécharger l'application pour commencer à sentir la CAN. Parce que pour nous qui croyons à cette CAN, la plus belle jamais organisée en Afrique, nous la sentons. Nous la touchons du doigt, on voit le drapeau un peu partout, on voit la mascotte danser un peu partout. Franchement, Alain, nous on sent la CAN. Mais moi, ça fait longtemps que je sens la CAN. Parce que j'ai même mes maillots de l'équipe de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez déjà vos maillots? J'ai le maillot de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et non, il faut choisir un pays. Malheureusement, non, j'ai 3 pays que je compte soutenir, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, mon pays, le Cameroun, la belle famille, et le Burkina, que j'adore. Et le Mali est parti. Non, je ne soutiens pas le Mali. Je préfère le dire clairement. Voilà. Il y a 24 nations, j'ai le droit de choisir au moins. C'est bon, chacun choisit son. Herman, sur l'expérience d'une application qui va nous aider justement à mieux vivre justement cette CAN et notamment les fan zones, etc. Oui, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est digital autour d'un événement majeur comme la CAN, je pense que c'est bien. Maintenant, moi, je pense bien que cette application, je ne sais pas quoi aller là-bas, mais il faudrait qu'il y ait quand même un pan de l'histoire touristique de la Côte d'Ivoire sur ces applications pour que les populations qui viennent, nos visiteurs puissent... C'est maintenant qu'on fait, on aurait pu, comme Alain le dit, on aurait pu faire présenter cette application peut-être 6 mois avant pour que les gens commencent à s'habituer. Oh, Herman l'empêchait de tourner en rond. C'est pas grave. Allez-y, il n'est jamais trop tard pour bien faire, M. Herman. Voyons. D'accord. Donc, moi, je pense que ce sont de belles initiatives, mais il ne faudrait pas perdre de vue qu'on reçoit un grand nombre de personnes. Il faut que ces personnes-là puissent partir de notre pays avec un pan de notre histoire. Une belle idée. Alain Toussaint, vous qui supportez la CAN depuis... Il a santé, il a santé depuis des mois. Il a son maillot original, s'il vous plaît. Alors, de mettre comme ça en exergue les start-up ivoiriennes en réflexion pour produire quelque chose qui pourra permettre à l'ensemble de nos visiteurs d'être dans de bonnes conditions. Pour vous, vous dites oui, bravo au COCAN, bravo à l'ANSUD. Oui, bien sûr, bravo à l'ANSUD, d'autant que cette application est le résultat je pense, d'un concours qui a été lancé. Oui, tout à fait. Et les récipiendaires ont des prix. Les vainqueurs ont reçu des prix. Donc, c'est une bonne initiative, mais qui montre par ailleurs que l'ensemble de l'écosystème des télécoms en Côte d'Ivoire est vraiment, comment on dit, dynamique. Voilà, assez dynamique. Et ces acteurs-là sont prêts à recevoir la compétition parce que l'un des défis, c'est la qualité des connexions. Voilà. Est-ce que partout dans le pays, notamment, là où la compétition se déroule, les opérateurs de téléphonie, les radios, les télévisions auront les moyens, les ressources techniques pour pouvoir diffuser tranquillement, et puis également le public qui va dans les stades, s'il a les moyens de se connecter, etc. Donc ça, c'est un travail qui a été préparé depuis plusieurs mois et je pense qu'il faut les féliciter. Moi, je voulais juste dire un petit truc concernant la connectivité. J'ai vu une chaîne de télé dont je vais taire le nom, qui est quittée à l'étranger, qui s'est installée dans un hôtel de la place, et ils ont commencé à installer la fibre optique dans tout l'hôtel parce que ça va servir de camp de base. Et j'avoue que j'ai été vraiment content de voir cela. De voir que tout le monde se prépare. Donc, comme vous l'avez dit, la connectivité, et là, ce sont les services digitaux. Tout est fait pour que cette CAN soit vraiment une CAN, une belle CAN, un bon moment. C'est le football, c'est le plaisir. Mais derrière, il faut que le travail qu'on effectue autour soit aussi du plaisir. En tout cas, merci les amis pour vos avis sur cette initiative donc, de l'ANSUD. On marque un moment, Christelle? Oui, exactement. On va faire juste une toute petite pause et on se retrouve juste après. À tout à l'heure. Le samedi prochain, ce sera le 13 janvier. La Côte d'Ivoire va débuter ce rêve qui a été, on va dire, depuis construit par ceux qui ont rêvé d'avoir cette CAN. Et enfin, ce rêve sera une réalité. La Côte d'Ivoire va accueillir toute l'Afrique footballistique. Et derrière, tous les Ivoiriens vont se mobiliser pour démontrer justement notre attachement à cette notion d'hospitalité, mais pas que, pour démontrer qu'évidemment, nous sommes des amoureux de foot, car le foot, vous savez, c'est la banane, c'est le sourire, même si parfois ça provoque des tensions. Et nous, ici, nous sommes très heureux de savoir que tous ces invités du monde entier vont profiter de notre légendaire hospitalité. Le canal, c'est toujours le même, canal numéro 6, si vous êtes sur la TNT ou sur le bouquet de Canal+. Nous vous remercions d'être avec nous. Continuez. La deuxième partie de notre émission est repartie pour vous proposer donc un débat, un vrai débat. Le transport, c'est vraiment dans le quotidien des Ivoiriens un sujet très important.
la part du transport dans les salaires, vous connaissez, c'est très important. Et chaque fois qu'on parle de transport, c'est la situation des chauffeurs. Et parfois, c'est les VTC qui viennent aussi, parce qu'il y a VTC, il y a bien d'autres choses, qui reviennent au cœur de l'actualité, Christelle. Exactement. Alors, le taux de 4%, on a déjà parlé de cela sur ce plateau. Notre ami est là. Il s'agit de M. Bokar Tapé-Jules. Vous êtes secrétaire général de SINAT VTC Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné de M. Maury Bamba, directeur général de la Chambre des métiers. Au-delà de la taxe de 4% qui sera prélevée, est-ce que ça va impacter le transport? On va aussi parler du fait de votre relation, la mise en commun que vous avez pour permettre aux chauffeurs d'être identifiés, d'avoir une vie potable avec tous les avantages que pourrait leur apporter cette identification. Parlons de cela d'abord. Monsieur le directeur général, merci d'être là. Merci Pourquoi ce partenariat avec le SINAC VTC? Merci. Ok, je vous remercie. C'est mon plaisir. Ouais, je suis M. Bamba Maury. D'accord. Je suis le secrétaire exécutif, directeur général de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire. Pour rappel, la Chambre nationale de métiers a été créée le 7 janvier 1993 et elle a pour vocation de représenter tous les artisans auprès des pouvoirs publics. Très bien. Et au titre de ces artisans, nous avons les chauffeurs de VTC. Oui. Voilà, des chauffeurs de VTC. Est-ce que c'est une relation récente ou bien depuis lors, tous les autres chauffeurs de Woro, de Baka et de taxi compteurs étaient déjà affiliés à la Chambre des métiers? C'est une vieille relation parce que depuis la création de la Chambre, tous ces artisans-là font partie de la Chambre nationale de métiers. Mais il faut reconnaître que la Chambre a eu quand même beaucoup de difficultés à démarrer, eu égard au fait que dans ce secteur, nous avons beaucoup d'analphabètes. Alors, il faut faire beaucoup de sensibilisation. Et de formation Et de aussi. formation, de renforcement de capacités. Et c'est ce que nous avons commencé dès notre prise de pouvoir. Nous avons commencé vraiment à faire la formation, à expliquer aux artisans les obligations, les devoirs, mais les avantages aussi qu'ils ont. Justement, parlons des avantages. Depuis que vous êtes aux affaires, quels sont les avantages que vous accordez à tous ces artisans, y compris les VTC, d'être affiliés à votre chambre? D'abord, il y a l'identification. Parce que pour être artisan, il faut être aussi identifié à la Chambre nationale de métiers. Et nous avons commencé cette vaste réforme-là par l'identification de l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire qui, selon les dires, nous sommes pratiquement à 4 à 5 millions d'artisans. Et nous avons commencé l'identification aujourd'hui par d'abord l'ensemble des artisans, mais nous nous sommes aussi intéressés beaucoup plus au secteur des VTC parce que c'est des laissés pour compte. D'abord, justement, quel avantage ils auront avec vous? Oui, l'avantage, je vais vous le dire. Aujourd'hui, avec l'identification, nous avons déjà 2 banques qui ont accepté de nous accompagner, d'offrir des taxis à tous ces conducteurs, à tous ces chauffeurs, parce que le constat, il est amer. Nous avons constaté que c'est des gens qui sont toujours chassés comme des malpropres. On a un taxi, on le prend aujourd'hui, il fait recette. Demain, il ne fait pas recette, on se débarrasse de lui. Moi, j'ai une question. Quand on parle de VTC en Côte d'Ivoire, c'est innovation, c'est digital. Pourquoi alors que vous faites un partenariat avec le syndicat des chauffeurs de VTC, vous ne partez pas directement vers les agrégateurs, ceux qui proposent les opérateurs technologiques qui sont prennent carrément le fichier, puisqu'il est électronique, ils sont tous identifiés, ils ont mis tout dedans. Pourquoi pas cette démarche en lieu et place de l'autre où vous partez directement? Non, cette démarche, elle est entreprise. Nous avons déjà envoyé beaucoup de courriers dans ce sens-là. Mais l'une des démarches n'empêche pas l'autre. Parce que là, nous avons un syndicat qui est très bien constitué, qui a un local et qui est venu à la Chambre avec pratiquement près de 20 000 artisans pour dire que vraiment nous sommes affiliés à la Chambre. Nous voulons vraiment que vous défendez nos intérêts. Donc là, on ne pouvait pas les rejeter pour dire qu'il faut... Et avec ces 20 000-là, les banques peuvent se bouger. Pas mal déjà, les banques bougent déjà. Il y a déjà 2 banques... Ça c'est noté. Mais revenons quand même à l'actualité. On va revenir sans doute... à la question de l'affiliation. L'actualité, ce sont les 4%. Depuis la semaine dernière, désormais, quand on paye, quand on monte dans un VTC, il y a une taxe applicable de 4%. C'est ça.
La question que l'usager lambda se pose, est-ce que ça va impacter le prix de la course? C'est cela. Aujourd'hui, Jules Ntakpe, vous êtes avec nous. Dites-nous exactement qu'est-ce qui s'est passé depuis le week-end dernier jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que les prix ont augmenté? Effectivement, les prix ont augmenté. Je suis Jules Ntakpe Boka, le secrétaire général. Et c'est depuis à partir du 15 au 16 décembre que les 4% ont été déjà ajoutés aux courses, voilà, des plateformes. Toutes les plateformes qui sont là, les plateformes multinationales. Et normalement, la publication de la taxe fiscale, l'annexe de la taxe fiscale de l'impôt, voilà, qui est ajoutée sur les courses. Ce qui est malheureux, c'est que c'est le chauffeur qui paye. Pourquoi c'est le chauffeur? Peut-être Élisée, vous voulez poser cette question? Justement, c'est ce que je voulais comprendre. Quand vous dites que ça, il y a deux choses en fait que vous avez dit qui m'interpellent. Première chose, vous avez dit que elle est rentrée en vigueur au mois de décembre. Alors que logiquement, selon la loi, l'annexe fiscale prend effet à partir du mois de janvier. Pourquoi, depuis décembre déjà, c'était en vigueur? Ça, c'est la première. La seconde question, vous dites que c'est vous qui payez. Moi, je ne comprends pas. Puisque vous dites que ça impacte le prix, logiquement, celui qui fait la course, c'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Donc, comment vous payez? Vous devez reverser. Effectivement, quand c'est le chauffeur qui a le compte et qui charge le compte, en fonction de votre course, le prix de votre course, il y a une défalcation de 18%. Mais les 18% sont facturés dans le compte du chauffeur. Comprenez? Donc, en prenant de 18% qui est devenu pour une multinationale russe, qui est devenue déjà à 22,5%. Pas qu'elle, parce qu'il y a d'autres. À 22,5%, vous verrez que les comptes du chauffeur sont déjà défaqués. Et que le rechargement est un peu plus difficile. Mais le chauffeur, lui, à contrario, maintenant, il répercute ça sur le client ou pas? Oui, mais en fait, le prix, ce n'est pas le chauffeur qui fixe le prix, puisque c'est l'application qui fixe le prix. D'accord. Et cette défacation-là, l'application aussi a sa part. Et le chauffeur aussi, les partenaires de l'entreprise, ça veut dire que ce sont des partenaires. Les partenaires sont des entreprises légalement constituées de transport qui inscrivent les chauffeurs qui ont leur véhicule et que les chauffeurs vont récupérer et qui travaillent avec recettes qui vont reverser et que les chauffeurs se rechargent. Le système est un peu compliqué, mais attendez. Alain, tout ça, vous voulez poser une question? Justement, on va éclairer tout ça. C'est ça. Les choses très compliquées. Je suis Monsieur Bois, chauffeur. C'est ça. Je me lève le matin. Je prends mon véhicule. D'accord? Je suis affilié dans une plateforme. Mon propriétaire me remet le véhicule avec une recharge de 10 000 francs. Je dis n'importe quoi. On est d'accord? Il y a 10 000 francs dedans. Élisée Bolugbo monte dans la voiture. Il dit qu'il va à Yopougon. Nous sommes à la Riviera Golf. Des 10 000 francs, on nous dit que ça coûte 3 000 francs pour aller à Yopougon. On est d'accord? Jusque-là, tout marche. Est-ce que par le passé, avant l'application de la loi, les 3 000 francs étaient payés, par exemple, 2 500? Parce que c'est ce que nous on veut voir. C'est-à-dire que si par le passé, c'était à 2 500 et que c'est passé à 3 000 francs, directement, nous, de notre point de vue, cette augmentation est payée par le client. C'est ça. Est-ce que c'est ce qui se passe? Oui, c'est payé par le client parce que quand je vous dis que la répercussion est aussi sur le chauffeur que les usagers. Pourquoi sur le chauffeur? Vous voyez, quand le pourcentage de la défalcation augmente, c'est sur le compte du chauffeur qu'on défalque. Ce n'est pas sur le prix. Oui, d'accord, mais il se rembourse comment le chauffeur? Augmenter. Je prends un exemple banal. Le chauffeur, la recette du chauffeur, par exemple, fait, il arrive à faire 50% la journée. Si nous ajoutons les 4%, ça lui fait déjà 52 000 qu'il doit avoir. Et dans les 52 000, il y a les défalcations de l'application qui est à 22% de sa recette. Vous voyez, les 22% de la recette du chauffeur que le chauffeur paye. C'est-à-dire sur 52 000, ils ont combien? Ils ont les 22,5%. Ok, très bien. Vous voyez? Ça, c'est l'application qui défalque. C'est la plateforme qui défalque. Mais ce n'est pas le propriétaire qui paye. C'est le chauffeur qui recharge son compte. Oui, mais vous comprenez? Ce qu'on veut vous dire, c'est que dans tous les cas, c'est le client qui paye. Tous ces in fine, c'est le client qui paye. Mais moi, ce n'est pas là ma question. Moi, aujourd'hui, c'est que l'État a annoncé 4%. Mais en même temps, les plateformes ont décidé d'ajouter, souvent certains ont ajouté, je vois par exemple qu'une plateforme qui était à 18%,
à plus 4, ça fait 22%, est passé à 22,5%. Vous, les chauffeurs, qu'est-ce que vous faites? Vous laissez cette plateforme faire payer aux passagers, aux usagers, enfin ceux qui veulent prendre des véhicules, ou bien vous menez une action pour dire que non, que vous ne devez pas augmenter à ce prix-là. Qu'est-ce que vous faites pour les clients? Nous avons d'abord adressé des courriers, mais si vous voyez qu'on adresse des courriers, il faut forcément forcer les choses, c'est-à-dire vous adresser au fur et à mesure des courriers avant de vous recevoir. Souvent même, je peux dire même un paquet de rames, bien avant qu'on ne vous reçoive. Et les discussions qui sont faites, nous ne sommes pas souvent associés. Les multinationales, avec le ministère du Transport, finissent et après, maintenant, nous, on apprend. Vous voyez que les 4% qui ont été ajoutés, depuis le décembre, ils ont ajouté les 4%. Mais pourtant, ça devait prendre l'effet... Par contre, à cette question, vous n'avez pas répondu. Voilà, pourquoi c'est non, c'est pas lui, il accuse... Nous n'avons pas la manœuvre de l'application. Nous n'avons pas la manœuvre de l'application. Nous constatons les faits. En fait. Ça ne vous incombe pas. Voilà, ça ne nous incombe pas parce que nous constatons les faits. Le lendemain, vous voulez travailler si les applications sont moi, ce que je constate, c'est que vous étiez ici sur ce plateau, je crois, il y a quelques mois, oui, d'accord. Et on a parlé de la même thématique. Vous étiez là, je me rappelle bien, avec le président, le responsable des propriétaires de voitures, de véhicules. La thématique, vous étiez en train de vous partager les fautes pour dire c'est vous qui devez payer, l'autre dit c'est nous qui devons payer. Au total, on retient que ce sont les populations qui vont payer les 4%. Ça, c'est clair. Le truc, c'est que c'est devenu 4,5%. Attendez. Oui, quand vous dites ça... Non, allez-y, finissez. Donc, les populations payent les 4%. Est-ce qu'il y a une politique? Est-ce que vous avez un process pour informer les populations? Attendez, on va commencer à augmenter, parce que des courses qui sont un peu plus minimes sont montées en tarif. C'est ça. Et ça, justement, on se pose des questions. Mais si vous ne communiquez pas, apparemment, ça pourrait créer des... Non, mais Christophe a déjà précisé que c'est en vigueur, ce qu'il dit. Oui, mais justement, depuis le mois de décembre. Oui, c'est en vigueur, mais les gens... Oui, ça démarre en janvier. Mais en réalité, il y a une fraude. Mais justement, je ne sais pas si la fraude est de leur côté. Non, pas eux, je veux dire qu'il y a déjà une fraude. Exactement. Mais en fait, les gens remarquaient qu'il y a augmentation. Mais si vous, en tant que syndicat, enfin, secrétariat général, vous ne communiquez pas, c'est compliqué. J'ai une question pour le président. C'est pour ça que nous sommes là. Normalement, quand je vous dis que si les usagers payent, au début, on défacte les 18% peut-être de votre course qui est à 2000. Et que le lendemain, on défacte les 22% de votre course qui est à 2500. Vous verrez que c'est nous qui perdons. Non, on va essayer de reprendre le schéma. Maintenant, oui. On va essayer de reprendre le schéma. Oui. Parce que maintenant, allons-y. En fait, ce qui est un peu difficile, c'est pour ça que nous subissons chaque fois, nous les chauffeurs. Les gens ne comprennent pas que ce sont nous les chauffeurs qui sont des prestataires qui perdons dans cette affaire. Parce que le travail de ce chauffeur, c'est un rendement. Il y a la recette, il y a le carburant, il y a les dactas qu'il faut payer, les appels, et puis en même temps les défalcations qui grimpent au fur et à mesure. Donc, dans le schéma, c'est le chauffeur qui charge son compte. Vous voyez, quand vous n'avez pas de l'argent sur votre compte, vous ne pouvez pas recevoir des courses. On est d'accord. Oui. Donc, si les courses grimpent, c'est que si les coûts des courses grimpent, automatiquement, les défalcations deviennent... ça monte aussi. Ça monte. Oui, donc, c'est le chauffeur qui... Attendez, juste reprendre, parce que c'est très, très complexe pour moi. C'est ça. Vous parlez de compte. Avec combien de francs le chauffeur doit-il démarrer la journée, par exemple? Sur son compte concret. Le capital par exemple, pour faire la recette, pour faire la recette, normalement, il faudrait qu'il dépose au moins 12 000. 12 000 francs. 12 000, très bien. Alors, quand vous vendez un produit qui augmente de 4%, vous avez une quote-part dans ce produit, c'est-à-dire sur le prix de vente. Alors, je ne comprends pas. Quel est le problème? Est-ce que vous en voulez à l'État ou à votre partenaire Yandex, qui est propriétaire de Yango? Et puis tous les autres aussi. Voilà, tous les autres, Uber et on nous dit que la naisse fiscale des 4%, c'est pour faire face à la patente. Oui, donc c'est le propriétaire. Normalement, la patente, c'est une taxe de l'entreprise. Bien sûr. On comprend. Mais si on doit défaquer à la source de la course, mais comment on fait si non, attendez, le problème qui est posé, c'est que l'État a besoin de capter directement sa taxe, cette patente-là, sans avoir trop de difficultés. Donc l'État, lui, la seule traçabilité qu'il a, c'est les plateformes qui tracent vos différentes courses. Donc l'État se dit, bon, nous c'est simple, nous on prend 4% du fonctionnement d'un véhicule. C'est ça.
Et vous, c'est vous maintenant qui dites qu'on va augmenter les tarifs, etc. Moi, bon, c'est un peu complet, c'est un peu complexe, on a du mal à comprendre. Mais revenons quand même à notre cher monsieur qui est à côté. Oui. Dans tout ça, comment vous faites pour aider les chauffeurs, parce qu'eux, ils trouvent que ça va impacter leur niveau de vie. C'est ça. Qu'est-ce que vous offrez aujourd'hui? C'est le sens de la question aussi de Christelle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour maintenir le niveau de vie de nos chauffeurs qui se plaignent de ces situations-là? C'est une très belle question. C'est pourquoi nous avons parlé tout à l'heure des différentes réformes qui ont été entreprises. Nous, à la Chambre nationale des métiers aujourd'hui, nous sommes en train de professionnaliser le métier en fait. Parce que vous voyez, la plupart de ces chauffeurs ne sont pas propriétaires et aucun contrat réel ne les lie à ces propriétaires. Justement, donc on revient sur la question, qu'est-ce que vous leur offrez? Parce qu'on a oui, pas assez de temps. Mais nous avons déjà eu une rencontre avec une banque de la place, que je vais taire le nom, et qui a accepté de donner 500 taxis. Ah, 500 taxis. 500 taxis. Ce sera déjà désormais pour les chauffeurs, pour pas les chauffeurs, pour les chauffeurs. Puisque l'État, déjà, il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc les chauffeurs deviennent propriétaires. Ils deviennent propriétaires. Il faut qu'ils vivent de leur métier comme en Europe. Et là, il y a la professionnalisation que nous avons entamée, mais il y a le régime des travailleurs indépendants. Donc aujourd'hui, un chauffeur peut aller à la retraite comme un fonctionnaire, comme toute autre personne. Et ça, c'est intéressant. Vous parlez de, vous écrivez justement aux autorités, on va terminer là-dessus, pour que désormais la possession d'une carte d'affiliation à la Chambre des métiers soit obligatoire sur la route. Mais pourquoi? Si moi je suis chauffeur, que je n'ai pas envie de m'affilier, pourquoi vous voulez que l'État m'empêche? Vous ne pouvez pas vous soustraire de la loi. C'est la loi qui le dit. La Chambre nationale des métiers a été créée par décret. Ça, c'est intéressant. Oui, la loi dit quoi? Voilà. La loi dit que tout artisan doit être immatriculé à la Chambre nationale des métiers. Très bien. Ça, c'est une obligation. C'est un code communautaire de l'UEMOA. Il y a un décret qui a été pris, il y a une ordonnance. Donc, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas être dans une nation et dire non, cette loi-là, moi, je me soustrais. Tout à fait. Donc, tous les chauffeurs, pour les aider, eux-mêmes, pour améliorer leur vie, devront donc s'affilier par ce contrat-là. En tout cas, les VTC doivent être immatriculés. À vous. Tous les conducteurs de deux roues qui les utilisent à but onéreux. Voilà. Comme même ceux qui font les livraisons. À but commercial. À but commercial. Ils sont tous. Même les livreurs devront venir. Oui, même les livreurs. Et on termine là-dessus, puisqu'on a des impératifs. Aujourd'hui, c'est pour vous deux la question. Combien de vos membres sont affiliés, ont pris leur carte pour montrer, pour voir si le mouvement est un mouvement d'intérêt, est-ce que ça intéresse les gens, ou vous pensez qu'à travers notre canal, il faut encore lancer un message? Il y a encore des réticents. Merci bien. Je pense qu'ils ont commencé, puisque normalement, c'est une opération que nous avons lancée ensemble avec le partenariat, avec la Chambre. Depuis quand? Donc, depuis le partenariat a été signé le 20 octobre. Nous sommes maintenant à 2 mois. Donc, les gens ont commencé à vraiment s'enregistrer, puisque nous avons demandé à la Chambre qu'il y ait un contrôle pour voir une clarté au niveau de la chose. Parce qu'il y a la canne qui arrive. Il faudrait que ces chauffeurs qui doivent être sur la route doivent être identifiés, immatriculés, et il faut les accompagner directement à la CNPS. Parce que dès que vous êtes immatriculé, que vous avez vos cartes, automatiquement vous êtes affilié au registre national des métiers de la CNPS. En tout cas, merci beaucoup. En fait, pour finir, il faut vous dire que l'immatriculation aussi, il y va de la sécurité. Vous voyez, les chauffeurs de VTC, les chauffeurs de taxi et autres sont la vitrine de notre pays. Quand vous arrivez à l'aéroport, que certains des étrangers qui arrivent, qui sont dépaysés, on leur dit, mets tes bagages dedans, on va partir. Donc ça, ce n'est pas du tout poli en fait. Donc il faut éduquer toutes ces personnes-là pour leur dire qu'il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire. Et vous allez les former justement, vous en avez parlé. Bien sûr, nous allons les former. Vous avez revendiqué combien? Il avait posé la question. Oui, vous revendiquez combien? En fait, l'identification, ce n'est pas seulement sur les VTC, sur l'ensemble des artisans de Côte d'Ivoire. À l'immatriculation, et nous sommes autour de 500 000. Merci beaucoup, Monsieur Maury Bamba. Vous êtes directeur général de la Chambre des métiers. Vous étiez accompagné de Monsieur Boka Antakpeju, secrétaire général du SINAC VTCC. Merci d'être venu, messieurs. Merci beaucoup, madame. C'est moi qui vous remercie. Alain, Herman, et Daoud est parti, André. Excellente soirée à vous. Merci d'être venu. On se retrouve donc demain, ce sera le deuxième jour de la semaine pour une autre émission du Grand Talk. D'ici là, portez-vous bien. Et les programmes continuent. Juste rappeler que c'est J-4 pour la CAN.